Bienvenue sur ce nouvel épisode de Au cœur du réseau, un podcast réalisé par Pur.Lumni. Je suis Alexiane et vous écoutez le 3e épisode de la saison One Health. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Noémie Picard, qui est conseillère en santé animale au GDS 31. Aujourd'hui, nous allons explorer les liens entre la santé des animaux et la santé globale, à savoir que selon l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, l'INRAE, il y a 60% des maladies infectieuses humaines qui ont une origine animale, dont 70% qui sont transmises par la faune sauvage. D'où l'importance de réfléchir à une approche globale et pluridisciplinaire. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le concept One Health, ou Une seule santé en français, vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires. Ce concept est mis en avant depuis le début des années 2000 et il s'est développé avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l'état écologique global, ainsi que la nécessité de décloisonner les approches sanitaires. Quels sont les enjeux de santé animale aujourd'hui ? Comment les organismes en France accompagnent les éleveurs pour faire face à ces enjeux ? Ensemble, on va découvrir le rôle des conseillers en santé animale, les bonnes pratiques et le lien entre la santé humaine et la santé des animaux. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à un échange captivant. Bonjour Noémie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Au cœur du réseau. Pour te présenter un petit peu au début, si tu devais décrire ton parcours en 3 mots, qu'est-ce que tu choisirais ? Oui, bonjour à tous. C'est une question qui est vraiment pas facile. Mais bon, du coup, je pense que je peux pas éviter de dire élevage, ou même vache, l'un ou l'autre. Ça me paraissait un peu inévitable. Déjà parce que j'ai grandi à la ferme. Toute mon enfance, je l'ai passée au milieu des vaches. Donc, il y avait 60 limousines à la maison. Je les connaissais toutes par cœur, leurs prénoms, leur ascendance, leur descendance, leur caractère. J'étais toujours au milieu... pour aider mes parents et aussi parce que j'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai grandi au milieu de ça. Et puis, après, les études, etc., je suis arrivée à Purpan, j'ai fait tous mes stages, toutes mes expériences dans l'élevage aussi. Des vaches laitières, des brebis, des poules pondeuses, des canards. J'ai un peu tout essayé, sauf les porcs, mais bon, peut-être un jour. Et puis après, je suis rentrée au GDS. Bon, élevage, ça me paraissait évident puisque toute ma vie jusqu'à maintenant a quand même tourné principalement autour de ça. Comme deuxième mot, j'ai choisi l'accompagnement. Accompagnement parce que quand j'étais à Purpan, vraiment l'accompagnement humain, ça a été la clé. C'est grâce à ça que je suis allée au bout de mes études, donc ça me paraissait important. Et aussi parce que aujourd'hui, c'est le cœur de mon métier, donc accompagner les éleveurs. Et le troisième, pour faire un peu original, l'Italie. Italie parce que c'est mes origines, parce que j'ai pris italien en deuxième langue dès le collège et que du coup ça a influencé toute ma scolarité. Donc après le collège, il a fallu choisir un lycée où il y avait italien. Donc il y a beaucoup de lycées qui font pas italien, donc ça a vraiment restreint le choix de lycée. Et puis derrière, quand je suis arrivée dans les études supérieures, il a fallu trouver des écoles qui acceptent d'avoir des étudiants avec deuxième langue italien. Et puis parce que ça m'a permis d'aller à Bologne en Erasmus, où j'étais en licence production animale. Et c'est là que j'ai eu mes tout premiers cours sur les maladies en élevage et la santé animale. Peut-être que c'est là que ça a commencé aussi. Bon, du coup, tu as eu un parcours quand même full élevage. On montre un petit peu ta passion. Avec un petit accro à l'adolescence où j'ai failli m'échapper de là, mais finalement... En même temps, quand on est enfant d'agriculteur, c'est pas toujours évident de suivre ce que nos parents, surtout dans l'élevage, c'est un métier qui est pas forcément évident et les parents, ils nous disent pas toujours de suivre. Bravo d'avoir continué malgré tout. Tu nous l'as rapidement dit, tu travailles au GDS, tu es conseillère en santé animale. Est-ce que tu peux décrire rapidement ton poste ? Est-ce que c'est le GDS aussi, pardon ? Alors, le GDS, c'est une association d'éleveurs. C'est une association qui a été créée par les éleveurs à l'origine, qui est gérée aujourd'hui par les éleveurs dans le cadre avec un bureau, un conseil d'administration, et qui est vraiment pour les éleveurs. Donc, on travaille avec eux et pour eux. L'objectif principal de l'association, c'est d'améliorer la santé des troupeaux et de les aider à gérer toutes ces maladies qu'on peut avoir et qui ont un impact économique sur les troupeaux. Et aussi, du coup, on a quelques missions déléguées par l'État sur la gestion des maladies qui sont contagieuses à l'homme et qui ont des enjeux de santé publique. Et moi, mes missions au GDS, c'est du coup tout l'aspect non contagieux à l'homme, justement, donc non réglementé par l'État,
On est vraiment sur des missions d'accompagnement des éleveurs, mais dans le cadre du volontariat. C'est-à-dire que c'est les éleveurs qui appellent et qui disent « j'aimerais être aidé sur telle ou telle maladie ou tel problème de santé ». Et c'est dans ce cadre-là que nous, on vient les accompagner. Mes missions sont là. Ok, et donc du coup, les éleveurs, ils peuvent avoir tes conseils s'ils sont adhérents au GDS, Oui, c'est ça. Alors, à vrai dire, aujourd'hui, on répond à tout le monde parce que dans la Haute-Garonne, il y a plus de 95% des éleveurs de bovins qui sont adhérents au GDS. Donc, on touche quasiment la majorité des éleveurs. Et les quelques éleveurs qui sont pas adhérents, c'est plutôt en général des petits détenteurs, des gens qui ont gardé 2-3 vaches en partant à la retraite ou des choses comme ça. En majorité, hein, il y a quelques exceptions, mais voilà. Donc effectivement, dans le cadre de leur adhésion au GDS, ils ont droit à un accompagnement technique, des conseils, voilà, un soutien s'il y a besoin pour gérer quelques problèmes qui peuvent arriver. Et il y a aussi des accompagnements financiers. On a en fait le principe des GDS, c'est d'être des caisses de mutualisation en quelque sorte, et donc d'aller chercher quand il y a un souci un peu d'argent dans la caisse où tout le monde finance pour essayer de se sortir des problèmes, quoi. Voilà. Bah, c'est très bien, c'est un réseau créé pour les agriculteurs, enfin pour les éleveurs plus précisément, et pour les aider face aux maladies et qui s'entraident entre eux au final via le GDS. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer dans la santé des animaux et pourquoi c'est devenu un enjeu si important? Bon, tu nous l'as un petit peu dit avec tes 3 mots, mais pourquoi cet enjeu-là, il est vraiment important pour toi? Oui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, je suis passionnée par les animaux et par les vaches plus particulièrement depuis que je suis toute petite. Quand j'étais à l'adolescence, en fin d'adolescence, j'avais juré à mes parents que je remettrais pas les pieds dans l'élevage, que c'était vraiment trop ingrat comme milieu, parce que c'est les gens qui nous nourrissent tous les jours et comment on les remercie, ils sont quand même plutôt mal vus par la société. On leur explique comment il faut travailler. Ils prennent jamais de vacances. Ils sont très mal payés. Enfin, vraiment, c'est quand même pas très. Ça donne pas très envie quand on est ado. Et puis finalement, j'ai tenté d'aller faire des études ailleurs. Je suis allée en fac de maths. Et en fait, c'était pas possible. Donc. Ah bon? C'est très intéressant. J'ai inventé la recette du Nutella, mais bon. Je me suis encore un petit peu perdue en chemin. Et puis, j'ai fini par faire tous mes stages dans l'élevage. Et là, j'ai su que, en fait, je pourrais pas y échapper. Donc, l'intérêt pour l'élevage, finalement, il a toujours été un peu là. Et puis, il est vraiment revenu pendant mes années à Purpan. Je pense que la santé animale a commencé à m'intéresser, ce que je disais tout à l'heure, quand je suis allée à Bologne pendant l'Erasmus. Les premiers cours ont vraiment été sur cette thématique-là. C'est vraiment les cours que j'ai préférés là-bas. Et puis après, en 4e année, j'ai fait mon projet d'entreprise pour le GDS 31. Donc, c'est premier pied dans l'entreprise sur l'impact de la qualité de la conservation sur les fourrages humides. Donc, quel est l'impact de la conservation des fourrages humides sur la santé des bovins? Est-ce que s'il y a des mycotoxines, comment les bovins réagissent, etc. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu le premier pied dans ce milieu-là et je suis jamais repartie. Tu ne l'as plus quitté, ouais. Mais c'est génial, ça montre que dans nos études, que ce soit à Purpan ou autre, on peut rencontrer des entreprises et des projets qui suscitent de l'intérêt sans forcément s'en rendre compte au début et qui finissent plutôt bien. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du concept de la santé globale? Est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle des personnes qui travaillent sur la santé animale? Est-ce que c'est important dans la société et dans le concept de santé humaine ou pas? Alors, pour parler de tous les gens qui travaillent en santé animale, si je voulais faire une liste exhaustive, je pense que j'en oublierais. Mais je vais parler de ceux avec qui peut-être je travaille au quotidien. En premier, forcément, il y a l'éleveur qui s'inquiète de la santé de son troupeau au quotidien, des petites maladies, des petits soucis qu'il peut y avoir. Donc là, on est en contact avec eux au quotidien, par téléphone, on va les voir. Voilà, on peut travailler sur toute cette gestion des petites maladies, mais il y a des choses qu'on met en place qui sont un petit peu réglementaires, mais qui permettent aussi de les protéger, les prises de sang à l'introduction. Donc, c'est vérifier le statut d'un animal vis-à-vis des maladies avant de le rentrer dans son troupeau. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est avec les éleveurs au quotidien. Ensuite, on va avoir les vétérinaires, forcément. Nous, on travaille en collaboration avec eux donc pour la gestion des plans d'accompagnement quand il y a des maladies et aussi pour les bilans sanitaires annuels. Donc, pour les bovins, tous les ans, dans tous les troupeaux, il y a une prise de sang pour vérifier l'état de santé des animaux vis-à-vis des maladies. Donc ça, c'est géré avec les vétérinaires et avec les services de l'État. Ça va être d'autres personnes avec qui on travaille au quotidien, qui sont là plutôt
pour la gestion là des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmissibles à l'homme et pour lesquelles il y a des procédures, il y a une réglementation, des procédures obligatoires, etc. Et enfin, je peux pas ne pas citer le réseau GDS France, le réseau national, qui est là et plutôt en charge de la gestion globale, on va dire, de la filière, de la veille sanitaire, de vérifier qu'il n'y ait pas de surveiller l'apparition de nouvelles maladies et de réfléchir à des plans nationaux de gestion de certaines maladies qui ont des impacts importants, en collaboration avec les services de l'État et avec l'Union européenne aussi, puisque les règles européennes sont aussi très importantes en santé animale. Voilà. Ok, donc là on a un bon panel assez exhaustif de tous les organismes qui sont impliqués dans la santé animale. Quelle est la différence vraiment? Parce que les vétérinaires, c'est pareil, ils ont aussi un peu des services sur ces domaines-là. Et c'est quoi la différence entre le rôle du GDS et celui des services vétérinaires? Autre que le vétérinaire qui vient soigner l'animal, mais il y a des services vétérinaires. Quelle est la différence entre les deux? On va avoir le vétérinaire, son rôle à lui, on va dire, c'est de soigner l'individu. On a un animal malade qui a des symptômes et il vient, il détecte les symptômes et il donne un traitement en fonction. Ensuite, il peut accompagner l'éleveur dans la gestion collective et c'est là que nous, on intervient en collaboration avec lui. Donc, on est vraiment sur la gestion de troupeaux et de la gestion collective entre les troupeaux aussi. Les services de l'État, eux, donc les services vétérinaires de l'État, aujourd'hui, ça s'appelle des DDPP, ou CSPP, ou il y a tout un tas d'appellations selon les départements, mais voilà, les services de l'État, eux, ils sont là plutôt pour les maladies, donc comme je disais tout à l'heure, les zoonoses, celles qui ont un impact sur la santé publique en règle générale. Voilà, ils sont là aussi pour faire police sanitaire, ça veut dire que s'il y a un éleveur qui respecte pas la réglementation en place, normalement c'est à eux d'intervenir pour faire appliquer la loi et éventuellement mettre des sanctions s'il y avait besoin. Comment est-ce que les maladies animales peuvent impacter la santé humaine et l'environnement? Large question. Oui. J'en ai parlé un petit peu puisqu'on parlait de zoonoses, donc c'est ces maladies qui sont transmissibles à l'homme. Forcément, quand on parle de ces maladies-là, on voit directement le lien entre la santé animale et la santé humaine. On va en citer quelques-unes qui vont sûrement parler à tout le monde. La grippe aviaire, la tuberculose, voilà, sont des maladies, ou la salmonellose, voilà, sont des maladies qui sont transmissibles à l'homme depuis les animaux. Et sans action humaine, l'animal en fait est un réservoir et les maladies passent facilement à l'homme. Le fait d'avoir une action, ça permet de maîtriser ce réservoir animal et d'avoir le moins possible de transmission de l'animal à l'homme. Voilà. Donc la principale manière d'agir, c'est de prévenir, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de réservoirs, de sources de contamination. Et après, quand on a vraiment diminué au maximum ce réservoir-là, après on peut passer à de la vaccination. Pour la tuberculose, c'était le cas jusqu'en 2007, il me semble, où la vaccination était obligatoire en santé humaine, par exemple. Ok, donc du coup, il y a de très forts liens quand même entre la santé animale et la santé humaine. Maintenant, on va parler de soigner les animaux d'élevage. Majoritairement, vous les soignez avec des antibiotiques, si je me trompe. Comment est-ce que l'usage des antibiotiques il peut influencer la santé humaine? Majoritairement avec des antibiotiques, je sais pas. On en utilise quand il y a besoin. Peut-être que pour commencer, on peut rappeler le but d'un antibiotique et qu'est-ce que c'est. Un antibiotique, c'est un produit, un traitement qui permet de lutter contre des bactéries et pas contre des virus. Il y a un certain nombre de maladies, y compris en santé animale, qu'on ne peut pas soigner avec des antibiotiques. Donc dans ces cas-là, les vétérinaires n'en prescrivent pas. Il y a deux façons en fait de lutter contre les bactéries avec les antibiotiques. Soit c'est en les empêchant de se multiplier, soit c'est en détruisant les bactéries. Et donc ça, ce sera important après quand on parlera d'antibiorésistance, de comment ça se met en place, etc. Mais voilà, les antibiotiques, entre le moment où ça a été découvert et démocratisé dans les années 50, ça a permis une explosion de l'espérance de vie humaine. Ça a été très, très bénéfique. Mais il y a eu vraiment un passage où, en fait, ça a été utilisé autant en santé humaine qu'en santé animale, un peu n'importe comment. C'est-à-dire, c'était le remède miracle, servi à toutes les sauces, dans toutes les situations. On sortait de la guerre, il y avait besoin de produire plus. On s'est rendu compte qu'à des doses infrathérapeutiques, ce qu'on appelle, donc c'est à des toutes petites doses, c'était un super promoteur de croissance chez les animaux. Voilà, donc il y a eu tout un tas d'usages, un peu de dérive. Voilà, de dérive. Mais parce qu'on n'avait pas non plus conscience des conséquences à cette époque-là aussi. Voilà, complètement. Et depuis, on s'est rendu compte qu'en fait,
Quand on utilisait les antibiotiques, ça luttait contre les bactéries pathogènes, mais aussi contre les bonnes bactéries, celles qui sont bénéfiques, qui nous permettent de digérer, par exemple. Le microbiote, tout ça. C'est ça. Et aussi que entre les bactéries, il y avait une capacité en fait à se transmettre ces résistances entre elles. Et donc du coup, donc entre elles, pour la santé humaine, mais aussi dans la santé animale, qu'il y avait des relations entre les différentes bactéries dans tous les milieux. Et aujourd'hui, on trouve des bactéries résistantes dans l'eau ou dans l'environnement, voilà, dans les sols, des choses comme ça, de bactéries qui a priori n'ont jamais eu de contact avec la santé animale, par exemple, et pour autant on trouve des résistances. Donc on voit bien qu'il y a un vrai lien entre toutes ces bactéries dans tous les milieux et que toutes ces résistances qu'on crée dans un ou l'autre des secteurs peut se répandre partout. Donc là, on s'est vraiment rendu compte du problème qu'il y avait par rapport à ça et à quel point du coup c'était important de bien utiliser les antibiotiques. L'école d'ingénieurs de Purpan forme des étudiants en agriculture, agroalimentaire, environnement, sciences du vivant. En appui sur son ADN cultiver l'humain, elle les accompagne à s'épanouir et à trouver du sens dans leurs études pour qu'ils puissent, plus tard, améliorer la vie et contribuer à bâtir un monde plus juste et plus durable. Ces formations, à l'école ou en apprentissage, conjuguent activités pratiques, immersion dans le monde professionnel, ouverture à l'international, sur ces 2 sites toulousains, dont l'un est une exploitation agricole. L'école déploie aussi une solide politique de recherche scientifique appliquée aux attentes des professionnels, confrontés aux transitions sociétales, économiques, numériques ou agroécologiques. Sans oublier la formation continue. Pour découvrir l'école, candidater à ces formations ou contacter ses enseignants ou ses chargés de relations entreprises, une seule adresse, www.purpan.fr. Donc le cas des antibiotiques, c'est un très bon cas sur le concept de One Health parce que du coup, les deux sont vraiment liés. Vous devez très certainement travailler tous ensemble. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter si on veut essayer d'améliorer la santé des animaux en élevage ? Nous, au sein du réseau GDS, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est le fait qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des animaux qui résistent le mieux possible et qui tombent pas malades. Pour utiliser le moins d'antibiotiques possible et le moins de traitements en général, et même économiquement parlant, la meilleure solution, c'est de faire en sorte que les animaux tombent pas malades. Donc, on essaye de connaître et de comprendre le fonctionnement du système immunitaire des animaux, du fonctionnement de la santé, de savoir qu'est-ce qui améliore le fonctionnement du système immunitaire et au contraire, qu'est-ce qui le dégrade. C'est un sujet qui est vraiment passionnant, on peut en parler pendant des heures. On essaye de mettre en place des formations, des projets sur cette thématique-là, pour pousser les éleveurs à mettre en place des pratiques qui favorisent le fonctionnement du système immunitaire et qui ne le compromet pas. En fait, aujourd'hui, on sait que tout ce qui provoque un stress chez l'animal dégrade le fonctionnement du système immunitaire. Mais on parle de stress, c'est commencer par répondre aux besoins primaires, en fait, pouvoir respirer, c'est-à-dire avoir un bâtiment sain où l'air est sain, bien respirable, bien ventilé, où il fait bon, c'est pouvoir boire avec de l'eau propre, accessible. Des fois, on voit dans les étables, les abreuvoirs en fait sont les vaches les salissent très vite, je pense. Ça c'est une chose, mais ça c'est chez tout le monde. Mais des fois les abreuvoirs sont un petit peu hauts, donc très accessibles pour les vaches. En revanche, les veaux qui viennent de naître, eux n'ont pas accès. Alors on se dit oui, ils boivent du lait, peut-être que ils ont assez de. Est-ce qu'il y a assez d'hydratation juste avec le lait? Voilà, ça fait partie des questions qu'aujourd'hui on se pose. Et finalement peut-être qu'un seau d'eau ou un abreuvoir un peu plus bas pour que le veau puisse boire aussi, ça peut être des fois pas mal. Après, il y a aussi manger, donc une ration équilibrée en énergie, en protéines, ça tout le monde y pense. Mais des fois aussi, ça peut être bien de vérifier qu'elle est équilibrée en minéraux, en macroéléments, en oligo-éléments. C'est des éléments qui aujourd'hui sont vraiment essentiels. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Que la ration soit accessible pour tous les animaux, avec une place pour chacun pour venir manger sans qu'il y ait de concurrence, et de bonne qualité, bien conservée, pas de moisissures, de mycotoxines, pour venir mon sujet de départ. Hein. et aussi dormir, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des éléments finalement dans les élevages, on n'y pense pas forcément tous les jours au quotidien. En fait, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut
bouger des toutes petites choses qui sont pas très coûteuses et qui permettent d'améliorer vraiment ce niveau de vie des animaux. Et du coup, comme ils sont dans de meilleures conditions, ils tombent moins malades. C'est vraiment l'objectif qu'on essaye de viser. C'est super intéressant et en effet ça montre aussi la complexité quand même du métier d'éleveur et tous les paramètres qui sont à prendre en compte, mais un peu comme la santé humaine pour nous également, hein, moindre déséquilibre. C'est ce que tu dis là, c'est un peu les mêmes choses pour nous, bon pas l'abreuvoir, mais c'est la même chose, il faut qu'on boive de l'eau. Donc c'est super intéressant. Donc vous au GDS vous travaillez beaucoup sur la prévention de ce que tu dis là avec des formations. D'ailleurs, tout ça. Je l'ai pas dit, mais les conditions de travail de l'éleveur sont hyper importantes aussi. Un éleveur qui travaille dans des conditions sereines, qui est confiant sur le travail qu'il fait et qui met en place des mesures pour qui lui donnent l'impression de maîtriser aussi. Ça donne quand même en général de très bons résultats aussi sur le troupeau et sur la santé des animaux. Hein. Déjà le troupeau, je pense, se sent mieux puisque son éleveur va bien. Enfin, c'est tout un écosystème en fait, c'est un équilibre à maintenir et c'est un peu la difficulté de l'élevage où le moindre paramètre peut faire bouger tout l'équilibre qui est nécessaire pour la santé des animaux et bien évidemment de l'éleveur. Vous parlez pas mal de prévention des maladies animales avec les vaccinations et puis la prévention que vous êtes en capacité de faire. Comment est-ce que la prévention, elle peut réduire les risques pour les populations humaines et l'environnement ? Comme tu le disais, l'objectif, c'est vraiment prévenir. Ça, c'est notre mot d'ordre dans tout ce qu'on fait un petit peu. Parce qu'on disait tout à l'heure, si on donne les moyens à l'animal de ne pas tomber malade et que les procédures mises en place dans le cadre d'un animal malade, ça arrivera forcément, même si on met tout en place, il y aura forcément des individus qui tombent malades. L'important, c'est de maîtriser tout ce qui se passe avant. Et si ça arrive, que ça soit bien géré. Et tous ces éléments-là, ça permet de diminuer le risque de transmission entre les animaux eux-mêmes. Et puis ensuite, selon les maladies, à la faune sauvage, à l'environnement, du coup, de manière générale, mais aussi à l'homme. Mais l'homme, ça peut être l'éleveur, on y pense tous. L'éleveur qui est au milieu de ses bêtes, ça peut être sa famille, qui passe du temps au milieu des vaches. Mais ça peut être les voisins, les visiteurs, et aussi les consommateurs, puisqu'il y a un certain nombre de maladies qui sont vérifiées, notamment celles qui se transmettent dans le lait cru, par exemple, ou dans les œufs, si on parle de poules pondeuses, justement pour éviter aussi aux consommateurs d'être malades. Voilà, donc il y a vraiment tout un travail qui est fait là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de biosécurité. Biosécurité, c'est un gros mot, ça fait peur, et en fait, c'est du bon sens, c'est des choses très simples, avec 5 piliers, 5 objectifs. C'est empêcher les agents pathogènes, empêcher les maladies. D'entrer dans l'élevage. On en veut le moins possible. Ensuite, si jamais c'est rentré, ça arrive, que ça circule au sein de l'élevage, que ça aille des jeunes animaux vers les plus vieux ou inversement, de sortir de l'élevage. Donc si on en a, on essaye de le garder, de pas le donner aux copains. Et sortir de l'élevage, ça peut être aussi contaminer la faune sauvage ou contaminer l'homme. Voilà. Donc ça, c'est les 5 éléments. Donc ne pas entrer, ne pas circuler au sein de l'élevage, ne pas sortir vers d'autres animaux, vers d'autres élevages, ne pas sortir dans l'environnement et ne pas sortir vers l'homme. Vraiment les 5 objectifs de la biosécurité. Et ça se fait avec des choses très simples, de bon sens, qui sont souvent déjà mises en place dans les élevages. Et pourtant, ça, c'est vraiment un mot qui fait peur, biosécurité. Ouais, c'est sûr. Je pense que la formation biosécurité, c'est pas ce que les éleveurs ils préfèrent faire. Alors qu'au final, quand ils y vont, je pense que ça se passe très, très bien. Est-ce que vous en faites des formations, vous, de biosécurité ? Enfin, le terme n'est pas très chouette, on a compris, mais est-ce que vous en faites, du coup, au GDS, des formations comme ça ? Ouais, en fait, il y a la réglementation sur la tuberculose qui a changé cet hiver. Et donc, à partir de la rentrée, on va proposer des formations dans des conditions bien particulières selon la réglementation, mais une formation, donc une journée de formation sur la tuberculose et la biosécurité autour de la tuberculose. Alors, c'est vraiment pas du tout sexy comme titre de formation, mais en fait, on va vraiment essayer de faire en sorte que ça soit une journée intéressante pour les éleveurs. Ils seront obligés d'être là du fait de la réglementation, alors on va faire en sorte qu'ils perdent pas leur temps, quoi. Bon, après, dans tous les cas, c'est jamais perdu pour toute maladie. Là, ce sera sûrement spécifique, comme tu l'as dit, à la tuberculose, et c'est obligatoire, mais la biosécurité, c'est jamais perdu. On sera obligé d'en parler. C'est important de parler de cette maladie-là qui est quand même transmissible à l'homme et qui a fait des dégâts pendant des années. Et encore aujourd'hui, qui est une maladie qui est pas facile à soigner, même avec des antibiotiques. Mais tout ce qui s'applique à la tuberculose s'applique à toutes les autres maladies avec lesquelles on travaille au quotidien et qui ont un impact économique des fois aussi, peut-être pas aussi important, mais quand même, qui est pas négligeable.
Juste pour compléter, sur le projet Éco-Antibio 2, c'est un réseau de fermes pilotes qui a été lancé par le GDS 31 sur le département de la Haute-Garonne en 2017, en réponse à un appel à projet national dans le cadre du plan Éco-Antibio 2. Donc c'est un projet qui est copiloté par le GDS du 31 et la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, ainsi que le conseil départemental. L'objectif de ce projet, c'est de tester une méthode d'approche globale de la santé des bovins dans des fermes pilotes. L'objectif étant d'améliorer la santé du troupeau et de diminuer l'utilisation des antibiotiques. C'est également de mesurer des résultats et de faire monter en compétence les acteurs locaux, donc les éleveurs, les techniciens, les conseillers vétérinaires sur la thématique de la réduction des antibiotiques, et également de vulgariser et diffuser cette démarche. Pour revenir un petit peu sur les antibiotiques, donc si je me trompe pas, toi tu avais un petit peu travaillé sur le projet Éco-Antibio, si je ne m'abuse. C'est un sujet qui fait quand même un petit peu débat, les antibiotiques, mais après, comme tu l'as très bien redit tout à l'heure, c'est à utiliser avec modération et en connaissance de cause. Qu'est-ce qu'il montre les résultats de ce plan Éco-Antibio sur l'usage des antibiotiques justement dans le cadre de la santé animale et humaine? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que sur les antibiotiques, c'est un sujet qui fait débat parce que pendant des années, il y a eu des utilisations abusives, des dérives. On s'est rendu compte de tout l'impact que ça pouvait avoir, y compris sur la santé humaine. Mais l'usage des antibiotiques comme promoteur de croissance, c'est quand même interdit dans l'Union européenne depuis 2006. Donc il y a quand même déjà quelques années maintenant que ça a été interdit. Le plan Éco-Antibio, il a été lancé en 2011 en France par le ministère de l'Agriculture. Et l'objectif, c'était de diminuer l'utilisation des antibiotiques en santé animale. Donc une diminution de 25%, c'était l'objectif fixé. À l'échéance 2017. Donc ça a été lancé donc fin 2011. En gros, on se laissait 5 ans pour diminuer de 25%. Avant même la fin du programme, on avait atteint l'objectif, et même plus, puisqu'on en 5 ans, on a baissé de 37% l'utilisation des antibiotiques en élevage. Et vraiment des progrès colossaux qui ont été faits en santé animale, et notamment sur les animaux de rente, parce que dans la santé animale, on y inclut aussi les chiens, les chats et les chevaux. Sans vouloir nous tirer la couverture, les progrès ont été vraiment énormes sur les productions, sur les animaux de rente, vraiment. Et en même temps, en parallèle, il y a un travail qui a été fait aussi sur le classement des antibiotiques qui sont dits critiques. Les antibiotiques critiques, c'est ceux qui sont cruciaux pour la santé humaine. C'est-à-dire que si on n'a plus ces antibiotiques-là en santé humaine, on ne pourra plus soigner certaines maladies. Donc ceux-là, on les a classés critiques et on a vraiment fait en sorte qu'on les utilise le minimum possible en santé animale pour les préserver pour la santé humaine. Il y a ces deux travaux-là, donc quantitatifs et qualitatifs, qui ont été faits sur ces 5 années et qui ont vraiment été très bénéfiques, les résultats très encourageants. Mais pour autant, en 2017, au bilan, ils se sont dit c'est super, on a très bien travaillé, mais si on travaille tout seul, on n'arrivera à rien. Et du coup, ils ont lancé Éco-Antibio 2 en 2017 en se disant il faut que ça soit intersectoriel. Et donc là, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement sont rentrés dans le projet. Et aujourd'hui, on a une démarche intersectorielle aux 3 aspects. Donc One Health, on y est en plein dedans pour travailler tous ensemble, parce que en fait, travailler que en santé animale, ça solutionnera pas le problème en entier, quoi. Le dernier rapport qui est sorti sur 2024 commence justement en faisant le bilan, en disant qu'en santé animale, les travaux déjà réalisés sont énormes et qu'il faut continuer sur cette voie-là. Bravo, bon, tu y as un tout petit peu contribué, mais ça fait plaisir d'entendre des projets comme ça, gouvernementaux, qui ont bien fonctionné, qui portent leurs fruits et qui aujourd'hui sont menés de manière pluridisciplinaire et qui arrivent à allier tout ça. Donc notre épisode, il fait plutôt sens au vu de tous les travaux qui sont menés. Du coup, on continue là-dessus sur le lien entre la santé animale et ce concept de One Health qui est travaillé au travers du projet Éco-Antibio 2. Comment est-ce que les différentes parties prenantes que tu viens d'énoncer, elles peuvent mieux collaborer pour promouvoir ce concept de One Health? Comment mieux collaborer c'est compliqué parce que le travail, comme je l'ai dit, le travail fourni est déjà assez conséquent. De manière générale, la santé animale est plutôt bien organisée, bien gérée. Comme partout, il y a sûrement des choses à améliorer, mais voilà, l'objectif de préserver la santé humaine en préservant la santé animale, vraiment, c'est au centre de tout ce qu'on fait. Donc, je pense que ça, on travaille déjà bien en collaboration avec les vétérinaires, les services de l'État, voilà, les éleveurs, tout le monde est quand même assez engagé là-dessus. Il y a probablement un travail plus approfondi à fournir sur la biosécurité, surtout en élevage de ruminants.
voilà, on part d'assez loin et peut-être pour éviter justement la diffusion dans la faune sauvage et puis le retour de la faune sauvage vers les élevages, il y a sûrement du travail à fournir sur cet aspect-là. Nous, au niveau local, en Haute-Garonne, dans le cadre de ces projets éco-antibio, de ces plans éco-antibio, on a mis en place un projet qui s'appelait Éco-antibio réseau de fermes pilotes. Donc, on était vraiment en plein dedans. On a été financé par l'appel à projet national. Et l'objectif, c'était de tester une méthode d'approche globale de la santé dans l'objectif d'améliorer la santé des animaux pour utiliser moins d'antibiotiques. Donc, on revient à éco-antibio. Et cette méthode d'approche globale, l'idée, c'était vraiment de dire, pour faire très simple, un animal en bonne santé, c'est un animal qui doit manger et boire des choses saines. Donc, manger des choses saines, c'est avoir des plantes qui fournissent des fourrages, des plantes en bonne santé. Et pour que ces plantes elles soient en bonne santé, il faut qu'elles poussent dans des sols en bonne santé. Et donc, en fait, on a travaillé avec un groupe d'éleveurs pendant 6 ans sur tous ces aspects-là. Donc, comment je fais pour que mon sol soit en bonne santé, pour qu'il fasse pousser des plantes en bonne santé et que mes plantes soient nutritives, pour que mon fourrage apporte tout ce dont mes vaches ont besoin et que mes vaches soient en capacité de se défendre si jamais elles avaient le malheur de tomber malades. Donc, c'est vrai que ça a été un projet qui est hyper intéressant. Et pour ce projet-là, on a mis autour de la table l'éleveur, forcément, c'est le premier concerné, son vétérinaire, son technicien d'élevage. On a fait participer des institutions comme les écoles d'agro, Purpan avait été partenaire, l'école vétérinaire aussi. On a essayé d'impliquer un peu toutes les structures qui gravitent autour de l'élevage pour travailler sur ce sujet-là très, très, très One Health. Ah ouais, complètement. Qui est pas évident et qui fait intervenir de nombreuses disciplines très techniques. Donc c'est super intéressant d'arriver à travailler sur ces sujets-là. Ça doit pas être évident de tirer des conclusions surtout et d'arriver à en faire une conclusion de tout ça. Oui, j'imagine. Surtout que on n'avait pas beaucoup d'élevage dans des projets comme ça. Ça va vite très cher d'avoir une grande quantité d'élevage à un suivi. Donc on n'avait que quelques-uns. On a essayé d'avoir quelque chose d'un peu représentatif de ce qu'on fait en Haute-Garonne. Mais on avait 8 élevages. Donc sur 8 élevages, on peut pas tirer une conclusion en disant c'est sûr, ça marche. Par contre, on peut prendre quelques idées et les reproduire à droite à gauche quand on va voir d'autres élevages en disant chez un tel, on a essayé ça pendant 3 ans. Et franchement, ça a super bien marché. Peut-être que tu peux essayer aussi. Et comme ça, on dissémine quelques graines à droite, à gauche, et en espérant que ça pousse et ça fasse des jolies plantes. Oui, complètement. C'est exactement ça le concept, parce que on peut pas tout changer d'un coup, mais c'est pas mal d'avoir des petites billes et des petites graines à semer, comme tu dis, un peu partout. Donc ce genre de projet, ça permet de démarrer. On a beaucoup parlé du concept de One Health et de la santé animale. Mais si on parle un peu plus dans le futur, pour toi, quels sont les principaux enjeux qu'on va avoir dans la prochaine décennie là, en santé animale ? Qu'est-ce que tu nous annonces ? En agriculture et en élevage en particulier, il y a déjà de nombreux défis à relever, parce que la population est vieillissante. Il y a plus de la moitié des éleveurs qui vont être à la retraite d'ici la fin de la décennie. Donc il y a déjà toute cette question de renouvellement des agriculteurs qui est un énorme enjeu. Il faut s'installer en élevage. Voilà, c'est ça le mot. La société est aussi de plus en plus exigeante avec ce qui est produit devant sa porte. Une exigence qui est demandée aux éleveurs, de plus en plus de normes, des règles au niveau européen qu'on n'a pas toujours facilité à suivre. Et en face des prix qui sont pas rémunérateurs en plus. Donc aujourd'hui, on peut pas dire que l'économie de l'élevage tourne quand même très très bien. Donc déjà ces enjeux-là sont énormes, mais en plus de ça, si on parle vraiment de santé animale, je pense qu'on peut dire qu'un des enjeux majeurs des prochaines années, ça va être l'augmentation du nombre de maladies vectorielles. Donc ces maladies qui sont transmises par des insectes, des tiques, des moustiques, des moucherons, des insectes. On vient de vivre 2 années de crise sanitaire majeure dans le sud-ouest et en France en général, avec donc la MHE et la FCO, qui sont 2 maladies transmises par les insectes qui ont fait des dégâts énormes sur les bovins et les ovins. La plupart de ces maladies en fait arrivent d'Afrique, donc par l'Espagne. Aujourd'hui, avec les hivers plus doux, on a beaucoup moins de gelée qu'il y a quelques années, les températures moyennes qui sont quand même plus chaudes tout au long de l'année. On se rend compte que ces insectes-là, ils ont plus vraiment de cycle, ils sont là toute l'année ou presque, et donc les maladies restent présentes au lieu d'être passagères.
Voilà, donc le changement climatique Ouais, en général, dire, c'est les conséquences directes du changement climatique. Enfin, une des conséquences directes. Ça va probablement provoquer l'installation durable de nouveaux insectes qu'on n'avait pas forcément avant ou en moins grande quantité et qui sont malheureusement des fois porteurs de nouvelles maladies et voilà. Je pense que il va y avoir des enjeux là-dessus, surtout que ces nouvelles maladies, elles ont vraiment un impact majeur quand c'est la première fois qu'elles arrivent quelque part. Les animaux sont naïfs, ils ont pas le système immunitaire est complètement incompétent face à ces maladies-là et donc souvent le premier passage c'est le plus violent avec des dégâts qui sont économiquement des fois très très lourds à supporter. Là, si on parle de la Haute-Garonne, ces 2 dernières années, on a enchaîné 2 maladies. Donc la première, c'était la MHE. C'était la première fois qu'elle arrivait en France. Elle a été très très éprouvante pour les animaux. Ceux qui l'ont eu ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il y a eu des impacts directs. Il a fallu soigner les animaux, être chevé des fois 2 fois par jour, tous les jours pendant 10 jours. Puis il y a eu pas mal de mortalité. Il y a eu de la mortalité. Beaucoup d'avortements aussi. Et voilà. Et ensuite, il y a eu énormément de conséquences indirectes. Donc des avortements, des vaches qui ne reviennent plus en chaleur. La fertilité était vraiment très très impactée. Et aujourd'hui encore, on a les conséquences donc de cette maladie qui était là il y a 1 an et demi. Et derrière, 8 mois après ça, la FCO est passée aussi avec c'est une maladie qui est assez proche, avec des impacts qui sont plutôt similaires. Et là encore, sur des animaux qui s'étaient pas encore remis totalement du passage de la maladie précédente. Notamment en bovin, ça a des impacts vraiment sur le long terme qui sont pas très quantifiables, j'imagine, au vu des conséquences. C'est ça. Donc heureusement, il y a eu des aides de l'État pour sur le passage de la MHE qui a permis un peu de tenir à flot les élevages qui avaient été touchés. Mais ces aides-là, c'est des aides directes qui sont venues indemniser les frais vétérinaires et la mortalité qu'il y avait eu au moment du passage. Mais aujourd'hui, on sait que tous les veaux qui manquent, ça, les naissances et les veaux, voilà. Et l'investissement qu'il y a eu aussi sur ces vaches en amont. Voilà. Ces maladies vectorielles, malheureusement, ont souvent un impact assez impressionnant sur les élevages et qui sont difficiles à compenser, quoi. Donc Noémie, comme tu l'as très bien dit, tu as encore de nombreuses crises à gérer et ton travail est plutôt essentiel dans les années à venir, notamment à cause du changement climatique. Qu'est-ce qui, toi, pour un peu terminer cet épisode, qu'est-ce qui te motive chaque jour pour continuer ce travail qui est essentiel, on va se le dire. Donc qu'est-ce qui te motive, toi, tous les jours? Je pense que ce qui m'aide à me lever et qui me motive tous les jours, c'est de travailler avec et pour les éleveurs. Essayer de leur simplifier la vie, de leur apporter des clés pour s'améliorer, diminuer les coûts et essayer de leur permettre de gagner mieux leur vie, les aider quand ils ont besoin, quand ils ont envie et être au contact avec eux tous les jours par téléphone ou sur le terrain. Et puis finalement, je pense que vraiment ce qui me plaît, c'est un peu cette sensation d'être utile quand même et voilà, de pouvoir aider, d'apporter ma pierre à l'édifice. Puis au départ, je vous ai parlé de quand j'étais ado et que je voulais pas travailler dans ce monde ingrat. Finalement, est-ce que la meilleure façon de faire changer les choses, c'est pas de l'intérieur? Complètement. Bravo Noémie, parce que c'est des secteurs qui sont pas toujours évidents, parce que puis en plus d'autant plus aujourd'hui et pendant une crise comme là, les éleveurs sont en train de le vivre avec la MHE et la FCO, c'est pas évident non plus pour les accompagnants. Toi, tu as quand même ton salaire, on va dire, qui tombe tous les mois par rapport à eux, mais tu as un vrai soutien et un vrai pilier. Enfin, toutes les personnes qui accompagnent sont des vrais piliers, donc c'est assez important et je tenais à le souligner parce que c'est des métiers qui sont pas toujours évidents. Donc bravo. Et pour finir, est-ce que tu aurais une ressource en lien avec la thématique à nous recommander? Un livre, un article, un podcast, je sais pas. Qu'est-ce que tu recommanderais pour approfondir le sujet à nos auditeurs et auditrices? On a beaucoup parlé d'antibiorésistance. Donc, je pense que sur cette thématique-là, il y a un super dossier sur le site de Santé publique France qui est vraiment très complet avec tout un tas d'éléments chiffrés sur l'utilisation des antibiotiques donc en santé humaine et en santé animale, la résistance des bactéries aux antibiotiques, des choses comme ça. C'est très accessible pour tout le monde. Donc, c'est un dossier que j'utilise souvent et que je vais souvent relire quand il est mis à jour. Et après, si je devais citer une autre ressource, c'est pas forcément en lien avec la santé animale, mais avec les vaches quand même. C'est le livre de Solène, ma camarade de promo, qui vient de sortir.
Voilà, je sais qu'elle a fait un travail colossal sur ce livre-là. Et si vous aimez les vaches comme elle et moi, vous allez adorer ce livre-là. Il s'appelle Race bovine française. Il est paru aux éditions agricoles et il a été relu avec passion par Françoise Néron. Donc voilà, je vous le recommande. Oui, complètement. Et c'est un très très bel ouvrage et je lui souhaite plein de réussite parce qu'elle a fait en effet un énorme travail. Cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup Noémie de nous avoir accordé de ton temps et de ton expertise sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur la santé animale et compris le lien avec la santé globale puisque tout est lié. Donc merci beaucoup et on se retrouve pour un prochain épisode dans pas très longtemps sur Au cœur du réseau. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Purpan Alumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. À très bientôt pour un nouvel épisode.